Le Clairon. Alors, vous avez certainement suivi cette information. Ça s'est passé jeudi 17 octobre. Andy Kerbrat, député LFI de Loire-Atlantique, a été interpellé en train d'acheter de la drogue. Alors, je crois qu'on dit 3 MMC, c'est la drogue qu'il avait. Jean-Pierre Colombias me corrigera. Donc, c'est la drogue qu'il achetait auprès d'un dealer. Et réaction d'abord de la gauche, la France Insoumise, les écolos, c'est soutien, cher Andy. Ça, c'est Sandrine Rousseau. La consommation de drogue et l'addiction sont un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement. Voilà, Sandrine Rousseau, donc élue à Paris. Soutien à toi, Andy. Ça, c'est Daniel Simonet, ex-LFI. L'addiction est un problème de santé publique, pas un crime. Courage à toi pour ton parcours de soins. Voilà, donc on est dans le parcours de soins. D'ailleurs, dans un communiqué, cet Andy Kerbrat a annoncé débuter un protocole de soins qui lui permettra de reprendre son activité parlementaire. Voilà, donc on est dans le soin de ce député. On apprend également par Europe 1 que le médecin de l'Assemblée nationale, justement, il s'occupe du soin de plusieurs toxicomanes députés à l'Assemblée. Ça commence à faire du nombre, parce qu'on avait déjà eu des affaires, Joël Guerriot, et puis d'autres. Et puis, alors c'est intéressant parce que les partis ne savent pas toujours sur quel pied danser. Et on a eu Laurent Jacobelli qui, lui, a appelé à l'exemplarité des députés, qui dit qu'il faut peut-être lancer un test anti-drogue à l'Assemblée. On l'écoute. Alors ça, c'est assez surréaliste. La fin du papier est assez surréaliste. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs députés à l'Assemblée seraient suivis pour toxicomanie. Vous avez déjà entendu parler de ça, Laurent Jacobelli ? Jamais, je le découvre sur votre plateau. Après, finalement, les députés sont des êtres humains. Certains peuvent être tombés dans la drogue, mais un député, c'est pas un citoyen lambda. Oui. Un député, c'est quelqu'un qui doit montrer l'exemple, qui vote la loi et qui, donc, par principe, devrait quand même essayer de la respecter. Et c'est pour ça que moi, je suis choqué par cette solidarité autour du député de la France Insoumise. Parce que, peut-être est-il malade, et bien sûr, doit-il se soigner, mais surtout, c'est quelqu'un qui a acheté de la drogue à un mineur, qui a donné de l'argent public finalement indirectement, parce que ces indemnités ce sont nos impôts, au trafic de drogue, donc à des mafias qui, on le voit dans nos rues, tuent, exploitent des enfants, sont sans foi ni loi. Il a poussé le cynisme jusqu'à signer le jour d'avant une tribune contre le chemsex ou chemsex. Et donc on est dans l'hypocrisie totale. En fait, parce qu'il est de gauche, il peut tout faire. C'est ça qui est terrifiant. Bon, ça c'est les propos de Laurent Jacobelli. Et Éric Ciotti, lui, a annoncé qu'il serait prêt à passer un test. Je suis favorable à la loi telle qu'elle doit être appliquée. Vous accepteriez de passer un test ? Mais bien entendu, il faut qu'il y ait des tests partout. Voilà, il est prêt à passer un test. Il faut qu'il y ait des tests partout. Alors, on en parle avec Jean-Pierre Colombias. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien membre de la PJ, ancien porte-parole de l'UPNI, Union nationale des policiers nationaux. Mon porte-parole de temps à autre, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, ok, très bien. Et en tout cas, vous aviez des choses à dire sur cette drogue à l'Assemblée, notamment. Mais pas que. Ouais. Juste une petite parenthèse, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit préalablement. Vous savez que le diable est représenté aussi comme étant l'être de la division. C'est le diviseur, c'est ça que c'est. C'est le menteur. Division, mensonge, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Si. Et on a quelqu'un à la tête de l'État qui en est le symbole même. Et au-delà de ça, les messages qui sont effectivement transmis au cours de ces cérémonies toulousaines renvoient quelque chose de très anxiogène. Et ça revient, c'est un pont qui m'est proposé pour aborder le thème de la drogue, parce que quand vous avez une société qui a peur, à laquelle on transmet des messages de peur viscérale de quelque chose qui nous échappe, eh bien, mécaniquement, les hommes et les femmes qui ont peur se réfugient, soit dans des drogues de substitution pour apaiser tout ce qui peut provoquer un mal-être profond. Et c'est bien de ça dont il s'agit en matière de consommation de stupéfiants. Vous savez que les consommateurs de stupes soient des gens qui ne sont pas bien dans leur basket et dans leur vie, ça je le dis depuis des années, et je dis aussi, et je le maintiens sur votre antenne, que la lutte contre le trafic de stupes n'est pas simplement un problème judiciaire, ça n'est pas la police et la justice qui régleront ça, mais c'est effectivement un problème de santé publique. Maintenant qu'on a dit ça, je me suis fait un petit peu plaisir. Nous vivons aussi dans une situation, et je referme la parenthèse sur votre propos préliminaire, nous vivons actuellement, ça c'est une évidence, dans une forme de militantisme de l'antisociété qui renvoie à une forme de littérature de Sade. Si vous avez lu Sade, vous verrez qu'il y a véritablement la promotion de tout ce qui est antisociété, antisociétal,
contre la religion, contre les valeurs chrétiennes, bien évidemment, mais aussi contre les valeurs de la famille, c'est l'apologie de l'infanticide, c'est l'apologie de l'inceste. On retrouve tout ça dans Sade, et vous savez que beaucoup en font aujourd'hui un petit peu l'apologie. Bon, c'est pas l'apologie de Socrate, on est loin de ça, mais c'est l'apologie du sadisme sous forme de philosophie néo-contemporaine. Voilà, là, je me fais un peu plaisir. Non, mais c'est très intéressant. J'en vois un lien. Vous parlez de la peur dans le deuxième sujet, et celui de l'illusion. Quand je parlais de simulacre, quand on est sous drogue, quand on est drogué, on est dans un monde d'illusion. Et c'est évidemment la même chose dans ce premier sujet concernant le satanisme. Il y a à la fois le monde de l'illusion, il y a aussi la volonté quelque part parfois de la transgression. Ouais. Mais enfin, c'est très dangereux. Et là, je rejoins moi les analyses des médecins. C'est pas moi qui l'invente, mais la consommation de stupéfiants, que ce soit du cannabis ou au chemsex, provoque aussi, du moins révèle ou peut accentuer des phénomènes psychologiques ou psychiatriques sous-jacents. Ouais. Donc, c'est inquiétant que des députés en consomment régulièrement. Nous le savons. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Le monde politique est consommateur, pas dans son intégralité, dans son universalité, mais dans certains cas, il l'est de façon assumée, et pas qu'à gauche. Pellerin, rappelez-vous Emmanuel Pellerin, qui a reconnu. Alors à chaque fois, lui, c'est Renaissance. Voilà, ils minorent leur consommation, c'est pas bien grave, vous savez, non, c'était accidentel, sauf que non, c'est pas accidentel. Quand vous consommez, vous êtes tombé là-dedans, vous en consommez régulièrement. Et c'est lui qui en avait proposé une boîte à son fils. Ouais, enfin voilà, quand on est dans le délire, on est dans la philosophie, ça dienne quelque part. Tout le monde transgresse, allons-y gaiement. Vous avez Joël Guerriau qui voulait abuser sexuellement d'une collègue parlementaire. Enfin, on est un peu chez les dingos, vous l'admettrez quand même. Oui, et d'ailleurs, on se rappelle de l'argumentation de l'avocat était de dire oui, il avait besoin d'un remontant parce qu'il avait perdu son chien, je crois, une histoire comme ça. Son chat ou son chien. Enfin, bon. Bref, là, on est dans le grotesque, on tombe dans la plaidoirie d'avocat grotesque qui a strictement rien à dire et qui va nous inventer des failles émotionnelles. Ça, c'est son problème. Notre problème à nous, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de guerre civile. Et là, je ne parle pas au futur, je parle au temps présent. Nous avons des gangs qui se font la guerre sur notre territoire. Et notre État n'est pas armé pour lutter contre ça. Alors, quand je dis pas armé, c'est armé, je dirais, philosophiquement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas entrer en guerre contre les gangs. Et c'est là où c'est bien dommage. Parce qu'il faut l'assumer. À un moment donné, il faudra bien l'assumer. Vous parliez de ce qui se passe, vous en parlez très régulièrement, mais il y a cet enfant de 5 ans qui a pris 2 balles à la tête, une dans la joue, une dans la tête, parce que son papa dealer devait être éliminé par le gang adverse. Et puis, vous avez toutes ces victimes collatérales dont on ne parle pas suffisamment. Moi, je regrette qu'on n'en parle pas suffisamment. Et elles existent, et ça, c'est le symbole d'une guerre. Tout simplement, ils n'hésitent pas à se tirer dessus. Vous envoyez une victime collatérale, comme le disait cette extraordinaire maire de Grenoble, qui disait que, une balle perdue, ça arrive, mon Dieu. De quoi vous plaignez-vous, braves gens, braves peuple de France? Une balle perdue, ça arrive. Alors là, on est dans le délire. Alors pourquoi, mais alors allons dans le vif du sujet. Pourquoi ils ne veulent pas entrer en guerre contre les gangs et contre les dealers de drogue? Parce que on a toutes ces opérations un peu communication. On a vu Emmanuel Macron, place net, XXL, machin truc. On va à un endroit, on envoie des CRS, on attrape un certain nombre de personnes et regardez cocorico. Oui. On n'attrape personne, c'est du bidon. On va dire les choses maintenant. Il faut arrêter d'avoir la novlangue ou la langue, je dirais, une langue très consensuelle. Il n'y a rien qui est fait concrètement contre ces gangs. Ces opérations XXL ou alors, ça c'est la cerise sur le gâteau, quand on vous envoie la CRS 8 à grand renfort de pub, qui sont habillés comme des Golgoth, des G.I. Joe, vous vous dites, oh là effectivement, on sort les gros moyens. On sort rien du tout parce que dans le même temps, on appauvrit et on assèche l'arsenal judiciaire, on appauvrit les services judiciaires. Dont la PJ. Gérald Darmanin, je vais dire Gérard, mais bon, c'est pas grave, on peut en est. Gérald Darmanin a pulvérisé la PJ régionale en créant sa départementalisation, qui est une offensive anti-judiciaire, faut le dire, avec la complicité des syndicats que j'accuse, mais alors frontalement là-dedans, parce qu'ils ont laissé faire, les cadres de la police nationale, puisqu'on a un DGPN qui a trouvé ça formidable de pulvériser des services régionaux à la tête desquels il s'est trouvé être, donc il connaît très bien le sujet. Et il sait à quel point, lorsque l'on détruit ce type d'entité qui avait compétence, je pense au SRPJ qu'il commande, enfin il ne le commandait pas, mais il y appartenait en région sud. Vous savez que le SRPJ de Marseille allait de la frontière espagnole à la frontière italienne, donc coupait un espace très large, et c'était légitime. Et que vous détruisez cette entité, vous la départementalisez, vous vous dites,
soit on est gouverné par des incompétents, soit on est gouverné par des gens qui ont un intérêt, qui défendent des intérêts contraires à l'intérêt général. Je vous laisse choisir l'option que vous Non, voulez. non, j'aimerais bien que vous nous aiguilliez là. Qui a voulu détruire cette PJ qui avait une vocation d'enquête internationale et notamment sur ces questions de drogue Oui. Et pour Et quel de intérêt? blanchiment d'argent. Oui. De blanchiment d'argent. Donc là, je vais vous répondre très simplement et de façon très cash, puisque je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion. Les politiciens ont intérêt à affaiblir l'outil judiciaire dans ce pays. Nous sommes gangrénés par une forme de corruption passive ou active. Là encore, vous choisissez. Le catalogue est très large. Hein. Sur l'étagère de la sémantique, il y a pas mal d'argumentation. On peut le démontrer, puisque vous avez des politiciens qui sont régulièrement mis en cause parce qu'ils ont des liens très privilégiés avec des chefs de gang ou des chefs mafieux, des chefs de famille. Bon, mafieux, ça veut tout dire et rien dire, mais vous avez des familles qui sont organisées de façon mafieuse. Oui, c'est clanique. Et ils ont des intérêts à avoir des liens très, très rapprochés, très intimes avec les édiles locaux. D'abord, dans un premier temps, parce qu'ils leur assurent une main-d'œuvre pour aller faire campagne. Et puis, vous pouvez difficilement vous passer de la paix sociale pour faire une élection. Donc, pour acheter cette paix sociale, eh bien, on s'arrange avec les caïds du coin pour qu'il n'y ait pas trop d'incendies dans les cités et surtout qu'ils votent pour vous. Donc, ce système est bien en place en France. Il existe. On va arrêter de regarder par la fenêtre s'il ne se passe rien. Donc, c'est chez soi qu'il faut regarder parce que le désordre règne. Et c'est gravissime ce qui se passe. Parce que j'en reviens à ce que je vous disais sur les théories, sur la philosophie SAD, c'est de l'antimatière, c'est de l'antisociété. Nous devrions avoir des élus, un monde politique qui ne travaille que pour l'intérêt général. Et on voit bien aujourd'hui qu'on abandonne purement et simplement ceux qui ne sont pas en capacité de se défendre seuls, les plus fragiles, les plus faibles. Et ça commence par la déstructuration de l'outil judiciaire. Je vous renvoie à la volonté d'un certain Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui apparaît comme le grand sage de la sécurité de ce pays, qui voulait purement et simplement supprimer les juges d'instruction. Ben voyons, c'est le seul outil, quasiment le seul outil qui permet d'aller au fond des enquêtes, de prendre le temps de l'investigation. Il était plus simple de supprimer le juge d'instruction et de confier les enquêtes au magistrat, au parquet, qui lui est totalement aux ordres du pouvoir politique. Oui. Comment vous réagissez à... Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir aussi l'espèce de période de doute après ces informations qui sont tombées sur, d'abord sur Andy Kerbrat, la drogue, mais même on a vu que les partis avaient du mal à se positionner, comme si peut-être que chaque parti de son côté avait peur de commencer à ouvrir cette boîte de Pandore. Bien sûr. Est-ce que le problème, c'est pas ça aussi, c'est que finalement, même ceux qui ne sont pas dedans sont tenus par la barbichette et puis on entretient finalement des relations qui... Évidemment. Mais bien évidemment, on est entre copains coquins. Vous avez la France insoumise avec le jeune Andy, le brave Andy, le gentil Andy. Je rappelle Louis Boyard qui reconnaissait avoir vendu du shit pour rejoindre le Debout, le pauvre chéri. Nous avons Pellerin qui était à Renaissance, ou appelait ça, je ne sais plus, LREM à l'époque. Joël Gariot qui était à Horizon. Donc on le voit bien ou qui était... La députée Caroline Janvier aussi qui disait que la drogue circulait dans tous les dîners de l'Assemblée nationale. Oui, mais je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Moi, vous savez à quoi je rêve de temps en temps avec beaucoup de cynisme, C'est de faire une opération XXL à l'Assemblée nationale et opération Place Nette XXL à l'Assemblée nationale. Voilà. Avec la CRS 8, les chiens pleurent, et on aurait, je pense, des surprises et un spectacle assez cocasse, cynique et dramatique en même temps, parce que tout ça, c'est la représentation nationale. Tout ça, ça nous représente. Et c'est la seule parole avec laquelle je suis d'accord avec Gérald Darmanin. Tous ceux qui s'adonnent à ça avec jouissance, avec plaisir, ont du sang sur les mains. Parce que dans le même temps, on a, comme je le dis, je le répète, mais j'insiste vraiment là-dessus, nous avons des victimes collatérales innocentes et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce qu'on ne veut pas lutter comme il le faudrait. Moi, je suis désolé. Il y a une guerre contre les trafiquants. Faisons-la, d'accord ? Faisons-la. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? N'ayons pas peur, à un moment donné, de tirer. Parce que ces types-là sont armés et ils n'ont aucun scrupule, aucun état d'âme à se tuer entre eux. Et ça, j'ai presque envie de dire, c'est du commercial, c'est leur affaire, mais aussi à tuer des victimes collatérales et à tirer dans tous les sens. Et c'est là où ça ne va plus. On a livré ces quartiers aux gangs, aux bandes. À un moment donné, si on veut reprendre la main, on le peut. Oui. Sauf qu'il y a des intérêts économiques énormes derrière tout ça. Parce que si demain le trafic des stupes disparaissait dans les cités, dans certains quartiers, vous avez une manne financière qui disparaîtrait. Des familles entières vivent grâce à ça. Voilà. Et avec ça, au quotidien. Mais si vous voulez casser ça, il faudra, dans un premier temps, aller au charbon, aller à la guerre et trouver, je dirais,
une alternative économique pour que ces quartiers finalement puissent continuer à vivre sans ça, parce que ça rapporte énormément d'argent. Jean-Pierre Colombias, une dernière question. Vous qui avez été dans la PJ, vous avez certainement été confronté à ce genre de problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'en remontant dans une enquête, vous arriviez justement à des noms connus de la politique ou en tout cas des protections ou des interdictions d'aller plus loin venues des politiciens? Non, on va être très clair. Non, moi j'ai travaillé quand même 10 ans dans la brigade des stupes. J'ai travaillé 5 ans au Quai des Orfèvres en brigade des stupes, 5 ans au SRPJ de Marseille, justement, où j'étais dans des unités de voie publique et d'enquête. Les enquêtes, on va être honnête, il n'est pas question de faire du sensationalisme pour en faire. Oui, bien sûr. Du sensationnalisme, pardon, pour en faire. Non, j'ai jamais eu de politique en ligne de mire. Mais ça suffisait comme ça, puisqu'on travaillait déjà sur des cités, on allait dans les cités. On pouvait encore y aller à l'époque. Il y avait des ramifications familiales qui tenaient les quartiers. Dire que on avait un fil d'Ariane, puisque vous parliez du fil d'Ariane tout à l'heure, nous relayer à un politicien, non. Non, là, honnêtement, pas à mon niveau en tout cas, on va être très clair. Mais la situation s'est tellement dégradée, comme je vous le disais. Mais parce que quand vous dites que justement ces politiciens ne veulent pas aller... alors à quel moment interviennent-ils si vous dites que c'est eux qui bloquent ces enquêtes? Paix sociale. Paix sociale, ça ne se joue pas toujours au niveau local, au niveau des mairies. Ça se joue parce que vous avez des liens qui remontent jusqu'à l'Assemblée nationale et les partis, vous évoquiez les partis ne veulent pas que, je dirais, les grandes têtes d'affiche de leur parti soient confrontées à des émeutes, parce que là, pour le coup, à qui on va s'en prendre? On s'en prend nécessairement immédiatement à l'édile locale en disant « Qu'est-ce que vous faites? Vous ne maintenez pas la sécurité. » Regardez, Grenoble, vous avez le maire de Grenoble qui, le premier, monte au créneau en disant « Non, mais c'est juste un sentiment d'insécurité. Nous, on tient la sécurité dans notre ville. Dormez tranquille, braves citoyens, il ne se passe rien chez vous. » Donc, elle est déjà là, la complicité. Elle est dans la négation du réel, dans le fait de ne pas vouloir voir ce qui se passe chez vous. Et ça, allez, disons-le, c'est dégueulasse. Dégueulasse parce que vous laissez mourir des innocents sur votre secteur, votre métier. On en revient d'ailleurs, c'est drôle, ce sera notre fil d'Ariane à nous, à cette vérité, cette réalité, puisque je vous rappelle aussi qu'on va avoir un débat sur la post-vérité tout à l'heure à 9h. Merci beaucoup Jean-Pierre Colombias, je rappelle. Tout ça. Oui, tout ça il y est, c'est intéressant quand on relit les points. Jean-Pierre Colombias, ancien membre de la PJ et porte-parole de l'UPNI, Union nationale des policiers nationaux indépendants. Pardon pour tout à l'heure Jean-Pierre Colombias. Et à très vite, merci pour votre analyse et vos informations. Et Toxin continue